Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Bonjour, Danji Côté pour la semaine de l'autosuffisance en compagnie de Stéphane Gay de Québec. Bonjour Stéphane. Salut, Danji Côté. Hey, hey! Écoute, Stéphane va nous parler d'énergie. On va voir comment une personne peut faire ses premiers pas vers une autosuffisance énergétique avec Stéphane, qui a quand même développé des belles connaissances dans le sujet. Stéphane, moi, ma première question. Quand est-ce que ça a commencé ce désir-là de dire « Hey, moi, je vais faire mes premiers pas vers l'autosuffisance ». Hey boy, c'est un long processus, hein? Tu as ça dans toi. Déjà, là, pour faire une histoire courte, déjà quand j'étais jeune, très très jeune, j'étais dans un camp de survivalistes en forêt. Ma mère m'a inscrit là-dedans, puis je ramassais toutes mes framboises, puis tout ça, puis je les mangeais jamais. Je voulais les garder au cas où, jusqu'à temps qu'ils viennent plein de fourmis, puis que là, être obligé de manger ça plein de fruits. Donc, ça commence très jeune. Je pense que tu as ça dans toi, mais plus concrètement, c'est avec la perte de confiance envers l'autorité, envers les gouvernements. On ne peut plus se fier sur eux vraiment. À partir du moment où tu as compris ça, je crois que tu te mets en action. Alors, pour faire une histoire courte, là, c'est pas mal ça qui m'a déterminé vraiment à me lancer là-dedans. Puis ben, la pandémie, évidemment, on a vu comment les gouvernements étaient irresponsables, donc on ne pouvait pas vraiment pas se fier sur absolument rien de ce qu'ils nous disent. Pas dire qu'ils mentent tout le temps, mais il faut toujours remettre tout ce qu'ils nous disent en question. Alors, c'était un peu C'est le cheminement que tu as eu, la remise en question. Moi, au-delà de ça, au niveau, pour ceux qui sont à l'aise avec les décisions du gouvernement, je tiens juste à rappeler que payer 47 % de taxes et impôts composés, être les plus taxés en Amérique du Nord, quand on fait le lien entre le bénéfice qu'on a, ben, on peut se poser des questions et remettre en question. Donc, je comprends ton cheminement, Stéphane. On aurait beaucoup à dire juste sur cet aspect-là. Moi aussi, j'ai la conviction qu'un système géré de cette façon-là se dirige probablement vers... elle a une date de péremption. Là. On se dirige vers un mur au niveau économique quand on regarde les mauvais investissements, les déficits records. Ben, moi, mon point de vue, c'est qu'effectivement, le système économique ne pourra pas durer éternellement. Je crois qu'il a même été conçu dans cette optique-là. Et on a eu la confirmation de ça en 2021 quand Justin Trudeau, où Klaus Schwab nous a avoué que la moitié de son cabinet était infiltré par les hommes de Davos, les Young Leaders, puis et tout le Bataclan, qui nous préparait un Great Reset. Un Great Reset, c'est évident, économiquement, on peut pas pelleter par en avant éternellement, donc toujours régler des problèmes de dette avec toujours plus de dettes. Tu n'as pas besoin d'être super intelligent pour comprendre ça. Donc, c'est évident qu'un jour, notre système économique va s'effondrer. Ou un ajustement. On voit déjà les annonces de hausse de tarifs d'électricité. Donc, c'est pour ça que je veux t'amener à voir un petit peu au niveau énergétique, là, par rapport à la géopolitique qu'on observe, par rapport à l'endettement des nations qui dépassent des niveaux incroyables, par rapport aux tarifs qui sont amenés, à la gestion gouvernementale qu'on a de nos richesses. Je trouve intéressant de parler de l'autosuffisance énergétique. Fait que, embarque-moi donc un petit peu, là, un premier pas, ou comment tu vois ça, ou vas-y. Oui. Ben, effectivement, les tarifs d'électricité, la fiabilité du réseau électrique. La fiabilité du réseau, moi, ça fait quoi? Ça fait 30 ans, je reste à la même place. J'ai jamais manqué d'électricité, à part 5 fois dans les 2 dernières années. Même chose chez nous. Alors, je crois que c'est organisé, que c'est voulu. On va privatiser Hydro-Québec. Il faut qu'il soit moins performant. Il faut que en tout cas, il y a plein de raisons qui s'enlignent vers ça. Mais le grid électrique, on ne peut pas justifier, à mon avis, de dépenser des milliers de dollars sur le coût d'électricité au Québec. Parce qu'au Québec, on a l'électricité la moins chère en Amérique. Okay. On paye à peu près 6,5 cents du kilowattheure.
Par contre, si on regarde dans le territoire, au Yukon, territoire du Nord-Ouest, c'est jusqu'à 50 cents du kilowattheure, 40 à 60 cents du kilowattheure. Alors, pour ces gens-là, c'est une question de survie que d'avoir des panneaux solaires, peut-être, puis une façon alternative, des hydroliennes ou des choses comme ça pour produire l'électricité. Au Québec, on n'en est pas là parce que notre électricité coûte quand même relativement peu cher. Par contre, au niveau de la fiabilité, au niveau des événements qu'on ne contrôle pas, c'est super important, de mon point de vue, d'avoir un backup énergétique et d'avoir de quoi pour regarnir nos batteries au cas où l'électricité viendrait qu'à manquer. Par exemple, moi, j'ai des congélateurs chez moi. Il y a de la viande. La viande, ça coûte super cher. Comment ça pourrait me coûter, moi, si je manquais d'électricité puis que je me rendais compte qu'elle ne revient pas après 24-36 heures? Ben, j'aimerais faire un parallèle là-dessus. L'hiver passé, au Lac-Saint-Jean, mes beaux-parents ont manqué d'électricité pendant 7 jours de temps suite à une tempête, les poteaux électriques cassés, tout ça. Moi, chez moi, on a manqué d'électricité 3 ou 4 jours. Et parce que je suis préparé un petit peu, là, vraiment minimalement, il n'y a eu aucune difficulté à passer à travers ça chez moi. Là. Donc, les premiers pas, moi, il y a quelque chose à amener, une notion, j'aimerais que tu dises aux gens, là, un premier geste pour voir comment est-ce qu'ils sont préparés ou non à faire face à quelque chose du genre, ouais. Ça serait quoi le premier geste, tu dirais? Là? Ben, moi, ce que je dis aux gens, parce que je parle de ça régulièrement partout sur Internet, puis je discute beaucoup sur Messenger avec des gens, ce que je leur dis aux gens, si vous voulez savoir si vous êtes préparé ou non, c'est pas compliqué. Tu arrives un vendredi soir, tu fermes ton breaker avec un calepin de notes, puis tu regardes tout ce qui te manque. C'est quoi Puis peu de gens le font parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas préparés, puis ils ne veulent pas s'investir trop parce qu'ils savent que ça va coûter de l'argent, ça va prendre du temps, puis finalement, je n'ai jamais vraiment manqué longtemps. Mais c'est un geste à faire, c'est d'arriver puis de fermer le breaker. Puis là, ben avant de fermer le breaker, je vous dis, assurez-vous de ne pas perdre votre congélateur. C'est peut-être une bonne idée d'avoir un thermomètre Bluetooth dans votre congélateur pour voir la diminution de la température. Après combien de temps que ça commence à être critique? Et là, si Hydro-Québec n'est pas super fiable, les temps qui courent, si vous vous apercevez que vous êtes pour perdre votre congélateur, avant de rentrer en mode panique puis de dire, j'ai comme 3 000 $, 4 000 $ de bouffe là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Ben, d'y penser à l'avance, ça. Bon, fait que moi, c'est très intéressant ce que Stéphane vient de dire parce que on vient de mettre en place, des gens vont dire ça coûte cher aller vers l'autosuffisance énergétique, des panneaux solaires, etc. Sauf que ça coûte cher également perdre 2 à 3 000 $ de nourriture. Et à ce moment-là, ça devient intéressant de voir quels sont les premiers pas ou les premiers gestes qu'on peut analyser pour dire c'est quoi les énergies fiables ou les choses que je peux mettre en place facile pour toffer, je sais pas combien de jours tu dirais. Là. Moi, j'aime ça penser à une semaine, là, mais ça peut être plus. Ça peut... Quand tu es autonome, généralement, tu veux dire, idéalement, ça serait toujours. Mais aujourd'hui, c'est pas réaliste de dire je vais me passer d'énergie électrique d'Hydro-Québec toujours. Par contre, ce que ça prend des panneaux solaires, ça prend des batteries. Puis, si tu ne veux pas dépenser trop d'argent sans être là, parce que moi, je dis aux gens, le problème qu'on a au Québec, c'est la durée d'ensoleillement. C'est notre principal ennemi. Décembre, janvier, on est dans les mois creux, on ne produit pas beaucoup d'énergie. Et les gens, les autonomistes purs vont nous dire, ceux qui travaillent là-dedans vont nous dire, il faut que tu regardes tes besoins électriques et qu'ils vont te vendre un système basé sur les mois les plus courts. Ils ont raison, pratico-pratique. Mais en réalité, tu serais peut-être mieux d'avoir un petit peu moins de panneaux, un petit peu moins de batterie. Tu vas économiser énormément d'argent si tu te bases sur les 6 mois les plus productifs et que tu t'achètes une petite génératrice et que tu te conserves un peu d'essence pour recharger tes batteries pendant les mois creuses. Tu vas sauver énormément d'argent, tu vas avoir cette sécurité-là. Et même en été, tu peux avoir facilement 10-12 jours d'ennuagement ou même si on a beaucoup d'heures d'ensoleillement, de lever de soleil dans cette période-là, où tes batteries vont se vider. Donc, la génératrice, un peu d'essence ou du propane, pour moi, c'est quelque chose d'important à considérer pour ne pas avoir à acheter trop cher d'équipement. C'est excellent. Là. Ça a été vite un petit peu, même pour moi.
Fait que j'aimerais que tu me parles dans l'ordre d'importance. Toi, comment tu vois les sources d'énergie là, qu'on peut avoir? Part de la base, là, dit ça, c'est essentiel. Après ça, deuxième étape. Oui, c'est parce que ce qui coûte cher, c'est les batteries au lithium, ça coûte cher. Les panneaux solaires, ça coûte cher. Donc, il faut s'organiser pour ne pas avoir... Il faut économiser nos batteries le plus possible. L'erreur à ne pas faire, c'est de compter sur des batteries pour se nourrir, pour faire cuire nos aliments, pour se chauffer, se climatiser. Ça demande beaucoup trop d'énergie. Donc, les sources d'énergie à privilégier, faut retirer de l'équation tout ce qui produit, tout ce qui est résistif, tout ce qui produit de la chaleur pour se chauffer ou des compresseurs, tout ce qui est énergivore. Donc, d'avoir un poêle à bois, surtout l'hiver, c'est essentiel à mon avis. Okay. D'être capable, il y en a qui sont bien équipés, qui ont un poêle à bois, mais qui sont capables de cuisiner dessus. Alors, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Il y en a qui me disent « Ouais, Stéphane, moi, je suis en appartement. » Ouais, c'est vrai, en appartement, c'est un problème aussi. On ne peut pas avoir de poêle à bois. Sauf que si c'est pour un événement ponctuel, j'ai fait des vidéos là-dessus, tu peux facilement adapter à un appartement un petit poêle à bois avec une planche de plywood que tu mets dans une fenêtre avec un trou, tu fais sortir une fenêtre. Je fais ça. Je l'ai essayé, ça fonctionne super bien. C'est pas l'idéal. Tu fais pas ça à long terme, mais pour un dépanneur. Parce que, je vais donner un exemple. Une batterie de 100 ampères-heure, si tu décides de te servir de ça pour te chauffer, tu vas en avoir pour 1 heure pour une plainte électrique de 1000 watts, puis ta batterie est bon. Alors, tu ne peux plus recharger tes cellulaires, tu ne peux plus faire marcher de fan, tu ne peux plus avoir de lumière, recharger des batteries. Donc là, juste pour te chauffer pendant 1 heure, ça ne fait pas de sens. C'est pas la bonne alternative. C'est ça. Donc, bois, pour ceux qui ne sont pas en appartement, bois, après ça, tu passes à propane, génératrice pour dépanner. Puis il y a sur Amazon, il y a des petites chaufferettes, là, qui peuvent fournir 5 à 8 kWh d'énergie avec du diesel. 1 litre de diesel, 1 litre, c'est 10 kWh d'énergie. Donc, c'est l'équivalent 1 litre de diesel, tu as à peu près pour 4000 pièces de batterie. Donc, le diesel, c'est la forme la plus qui peut concentrer le plus d'énergie. Donc, ça peut être intéressant d'avoir une petite chaufferette au diesel, alimenter cette chaufferette au diesel-là parce qu'il y a un glow plug, il y a une fan avec une petite batterie. Puis là, tu vas être capable de te chauffer facilement. Tu peux adapter ça, encore une fois, dans n'importe quel appartement, dans n'importe quelle maison, avec très, très, très peu d'efforts et de connaissances. Parfait. Fait que là, on dit, ça coûte quand même cher s'équiper, mais ça peut coûter cher aussi si l'eau gèle, si les tuyaux pètent, si on perd sa bouffe. Hein? Ouais. Bon. Ouais. Fait que là, on va y aller avec quelqu'un qui a une maison, pas un appartement. La première évaluation que la personne ferait, là, elle dit moi, là, j'ai une maison, c'est sûr que la mairesse Plante va dire plus de droit d'avoir un poêle à bois et tout ça, puis je comprends pas que les citoyens se soulèvent pas contre ça en passant, parce que si quelqu'un me dirait, moi, tu chauffes juste à l'électricité, je viens signer mon papier, là, puis garantis-moi, je vais avoir de l'électricité 24 heures sur 24, 365 jours par année. Mais ceci étant dit, c'est pas comme ça que ça marche. Admettons que quelqu'un a une maison, peut avoir du bois. C'est quoi la première évaluation qu'il fait là, pour dire, moi je pars, je veux être un petit peu autosuffisant, au moins pour me nourrir ou faire les choses de base? Ben, quelqu'un qui a une maison, il arrive un coup dur, l'électricité coupe et tout ça, ça prend un système pour fournir le minimum. C'est sûr qu'un poêle à bois, c'est essentiel, c'est vraiment essentiel. Pour chauffer son eau, encore une fois, on ne peut pas chauffer de l'eau. Pour la chauffe-eau, c'est sur du 240 volts, c'est plus compliqué, ça coûte plus cher. Tu peux avoir des chauffe-eau au propane. Au butane? Au butane. Moi, j'en connais pas au butane, mais ça doit sûrement exister, mais des chauffe-eau instantanés au propane. Donc, c'est sur demande. Donc, c'est la façon la plus économe. Puis tu as de l'eau, tant que tu as du propane, tu as de l'eau chaude. Donc ça peut être intéressant. Ensuite de ça, il faut évaluer, vous pouvez regarder votre facture électrique, là, puis déjà là, avec la facture détaillée d'Hydro-Québec, heure après heure, vous allez être capable d'évaluer votre consommation d'énergie. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite de ça, tu dis, OK, maintenant, c'est que je consomme beaucoup trop. Ça coûterait beaucoup trop cher pour ne pas me priver d'électricité. Donc là, il faut voir où on peut couper. Donc, on peut couper dans les globes. Est-ce qu'on prend des globes au LED? Est-ce qu'on ferme les lumières assez souvent? Ma télévision, elle consomme-tu vraiment 500 watts à l'heure? Donc, au lieu de la laisser ouverte, tu la fermes. Juste une laveuse pour laver du linge, là, ça tire à peu près 9 ampères. C'est énorme d'énergie. Alors, peut-être que, tu sais, il y a tellement de choses au quotidien qu'on peut faire pour réduire notre consommation électrique.
L'autre chose qu'on peut faire, c'est ça s'appelle un wattometer. Ça s'achète sur Amazon, à peu près 25$. Tu branches ça dans le mur, tu branches ça dans le mur, puis lui calcule le nombre de watts qu'il consomme par heure ou par 24 heures. Un petit peu, là. Tu branches ça dans le mur, tu ne branches pas sur le panneau électrique, tu le branches n'importe où. Tu branches n'importe où, puis tu mets ton congélateur là-dessus, puis lui va te dire après la période de temps que tu auras déterminé combien d'énergie qu'il y a. OK. Alors là, tu regardes en cas de coup dur, tu ne veux pas nécessairement alimenter toute ta maison, mais les essentiels. À partir de l'information que tu as dans ton wattometer, tu peux déterminer combien de panneaux, combien de batteries, puis à aller chercher à ce moment-là, parce qu'un congélateur, veut pas, tu ne peux pas lésiner là-dessus. Donc, ça, c'est la base. Après ça, la télévision, tu peux ne pas l'écouter. Les lumières, tu peux juste éclairer à flashlight. Mais frigo, congélateur, c'est essentiel. Donc, ça serait, à mon sens, les premières étapes pour établir un système là, pour viser l'autonomie, au moins pour nos congélateurs. Au niveau énergétique aussi, super important. Puis je viens d'y penser, là, en passant, on pose des questions puis on répond. Garder sa chaleur du corps, veut dire, c'est toutes des choses importantes à penser. Là. Moi, quand mon voisin, lorsqu'on a eu la tempête, à un moment donné, il est parti de chez lui en 2 places, qu'il appelle, là, 4 roues, là, parce qu'il faisait trop froid dans sa maison, puis il était juste dépendant de l'électricité. Ben, écoute, si quelqu'un n'a pas fait ça, qu'il n'a pas prévu ces imprévus-là, ce qui est recommandé de faire, c'est que tu prends la pièce la plus petite dans ta maison, tu te mets une tente 4 places, genre, puis tu te mets juste une unité de chauffage pour réchauffer juste cette tente-là. Souvent, parce qu'ils ne vendent pas, c'est fermé, tu mets un sleeping bag, des couvertes, tu es 2, tu n'aurais pratiquement pas besoin de chauffer ben. Sauf que là, vous imaginez, tu en as parlé tout à l'heure, si tu laisses ta maison refroidir, ben là, tu as beaucoup de problèmes qui vont arriver, tes tuyaux vont geler puis ils vont péter. Donc, juste de prévoir ça, puis d'avoir des bidons de lave-glace que tu vides dans ta toilette, que tu vides dans tes éviers, tu vas t'éviter des milliers de dollars de problèmes. Tout ça, c'est des choses qu'il ne faut pas arriver à penser quand ça arrive à la dernière minute. Il faut penser à ça longtemps d'avance. Un bidon de lave-glace, ça coûte 3$. Tu en as besoin de combien? Achète-en 5-6, tu sais. Puis quand tu vois là, que c'est pour geler, tu les vides, tu en vides dans la toilette, tu en vides dans chacun de tes éviers pour au moins aller remplir le coude. Il y a des choses comme ça à faire, mais si on va aller un petit peu plus loin, la petite chaufferette au diesel, écoutez, j'ai fait un document que j'ai mis accessible à tout le monde sur Google où j'ai tout détaillé ça. C'est un document à peu près une dizaine de pages. J'ai tout détaillé, tous les liens, les procédures à faire pour si ça arrivait, de ne pas être mal pris et de surtout pas paniquer. Hey, c'est vraiment des très bons trucs. D'ailleurs... je t'enverrai le lien, tu pourras le mettre. Oui, mais on va y revenir par rapport à... C'est la semaine de l'autosuffisance. On a le souhait de continuer à en parler, puis je vais y revenir à la fin. Ma dernière question pour toi, c'est est-ce que c'est possible de dire... Puis on l'a eu un petit peu, de rentabiliser un investissement en énergie. Là, on parle... C'est parce qu'il faut faire comme un bénéfice-risque, hein? Oui, c'est ça. Écoute... les gens qui veulent s'équiper, devenir un peu plus autonomes énergétiquement parlant, donc avec des batteries, des panneaux solaires, il ne faut pas que vous voyez ça dans le but d'économiser de l'argent pour qu'il vous reste plus d'argent dans vos poches. Ce n'est pas vraiment la façon d'aborder le problème. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est c'est quoi les troubles que ça peut vous apporter. Imaginons, je ne sais pas, là, on voit l'actualité, là, on peut s'imaginer des choses pas très belles qui s'en viennent. Et s'il y avait, je ne sais pas moi, justement, on est dans une période où il y a des CME, là, des Coronal Mass Ejection qui s'en viennent. S'il y avait une attaque sur le réseau électrique, puis qu'on perdait... Mass Ejection, c'est le soleil, ça? C'est le soleil. Alors, donc, s'il arrive, admettons, on perd toutes les communications. D'ailleurs, éventuellement, il faudra continuer à parler aussi de l'aspect communication. On n'a pas pensé, mais c'était plus un côté survivaliste un petit peu ou communication. C'est important, ce côté-là. Mais donc, un gros... une éjection de masse coronale. Donc ça, c'est un événement qu'on ne contrôle pas. Et le Carrington Event en 1859, où les fils électriques ont pris en feu, on n'est pas vraiment à l'abri de ça. Au Québec, on a vécu ça en 1989. On en a eu un où tout le Québec a perdu l'électricité quelques heures. Ne serait-ce qu'à ça, je veux dire, les coûts qui sont engendrés par ça sont énormes. Donc, il faut voir l'investissement en vue de se préparer à un événement potentiel. Et les événements potentiels n'ont jamais été aussi nombreux aujourd'hui que par le passé. Donc, ça devrait justifier ça.
Mais juste, on avait discuté un peu, combien ça peut coûter. Alors moi, je crois qu'une personne raisonnablement équipée, en bas de 8 000 peut très bien s'en tirer, en bas de 8 000. 5, 6, 7, puis les batteries au lithium baissent énormément. On peut avoir quand même des batteries beaucoup moins chères aujourd'hui que v'là 2 ans. Ça a vraiment baissé beaucoup. Donc ça, c'est super important. Si on veut s'amuser avec ça, moi j'aime beaucoup m'amuser avec ça, on a une opportunité aujourd'hui avec le tarif hivernal ou les crédits hivernales d'Hydro-Québec. Par exemple, moi je suis assez économe, très économe au niveau de ma facture d'électricité. Ça me coûte 1 000 $ par année de facture électrique. Et en utilisant mon système, j'ai été capable d'aller chercher un crédit hivernal de 519 $. Donc, une année d'électricité dans la dernière année, ça m'a coûté 480 $ d'électricité. Donc, j'ai économisé. Donc, si on le voit comme ça, on pourrait utiliser l'opportunité qu'Hydro-Québec nous offre pour amortir l'investissement. Mais on ne va pas vraiment tout rentabiliser ça. J'ai l'impression que Hydro-Québec vont se rendre compte qu'il y a des petits opportunistes comme moi qui pèsent un petit peu trop fort sa suce. Puis que moi, cette année, par exemple, je m'attends à presque pas payer d'électricité. Je m'attends à aller chercher minimum 800 $ en ristourne. Tout qu'un beau problème. C'est un très beau problème. Et je vais peut-être faire une vidéo d'ailleurs pour expliquer aux gens comment faire. Et même le Journal de Montréal a parlé de ça l'hiver passé, où un professeur de l'UQAM avait été chercher, lui, 1100 $ d'économie. Ils ont parlé de ça dans le journal. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. C'est juste d'aller utiliser au maximum les opportunités qu'Hydro-Québec nous offre pour nous convaincre de ne pas consommer dans les heures de pointe. Et en fait, c'est pas compliqué, c'est qu'on a de l'électricité qui nous coûte à 60 cents du kilowattheure, okay, dans les périodes de pointe. Donc, on utilise notre système pour prendre l'énergie de nos batteries quand l'électricité coûte cher. Et quand ils nous mettent l'énergie vraiment pas chère, à 3-4 cents du kilowattheure, ben là, au lieu de tabler sur des panneaux solaires, l'hiver, tout ça, ben on utilise l'électricité pas chère pour remplir nos batteries. Alors ça, c'est la base. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais quand même. Il y a des alternatives. Il y a moyen. C'est excellent. Il y a moyen d'aller chercher pas mal de ristournes. Écoute, Stéphane. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Il y a des alternatives. On peut partir de quelque part. Je crois que ce qui est important, c'est de ne pas attendre à la dernière minute. Je peux compter sur toi pour poursuivre cette initiative-là, de partager la connaissance avec les gens qui vont écouter la capsule, avec notre petit guide. Je ne suis pas avare de conseils, généralement. Quand c'est les mêmes conseils, les mêmes questions qui reviennent, généralement, je fais un document. Et puis, je mets le plus de détails possible avec tous les liens. Puis, je poste ça dans les commentaires et les gens peuvent... C'est des documents de référence, donc tu les imprimes, puis tout est là. Balaboum. Merci Stéphane, super intéressant. J'espère que vous avez apprécié. On vous invite à faire les premiers pas vers l'autosuffisance énergétique et rejoindre notre beau grand chantier vers l'autonomie. Et il n'y a rien que du positif à être autosuffisant. À la prochaine capsule! Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les cerises